C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 106 du 3 mars 2025. Au sommaire aujourd'hui, une discussion sur les enjeux queer de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Retour sur la journée du chandail rose, état des lieux pour les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Le Théâtre Prospero, un allié queer indéfectible en ces temps plus que sombres pour nos communautés. Et enfin, la résistance prend de l'ampleur aux États-Unis contre les politiques anti-queer de Donald Trump à la chronique Make America Queer Always avec Chantal Nadeau. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. Le 8 mars, ça c'est samedi, c'est la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. On souligne cette journée avec un peu d'avance à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On n'a pas le choix parce que ça serait peut-être trop tard rendu au 10. Alors, pour parler de la lutte des femmes pour leurs droits, et surtout dans un contexte queer, j'invite donc deux personnes de nos communautés. Naomi Caron, qui est directrice générale de la Fondation Massimadi, fondation qui fait la promotion de la culture et des arts dans les communautés LGBTQ+, afro depuis 2009. Salut, bienvenue à l'émission à nouveau. Salut, merci encore pour une deuxième fois d'être avec toi. C'est oui, cool. c'est cool. Ben, je pense que c'était le fun de t'avoir pour parler justement des questions qui touchent particulièrement les femmes. Et toi, on utilise toujours les pronoms elle, c'est ça? Oui, exactement. Et les accords féminins. Exactement. Et on reçoit aussi Judith Lefebvre. Judith Lefebvre est écrivaine et militante transféministe. Judith, bienvenue à l'émission. Merci. On utilise quel pronom et quel accord avec toi? Elle, féminin. Parfait. Bien, je vais commencer avec toi, Judith. J'aimerais ça qu'on parle un peu de ton engagement dans le transféminisme pour qu'on puisse te connaître avant d'aller dans le plus profond de la discussion. Toi, ça passe par l'écriture et la création. On parle d'un espace communautaire avec Agenda. Comment es-tu arrivé à mêler ou à mettre ensemble littérature et militantisme? Ben, pour moi, c'est pas quelque chose qui est à mettre ensemble. Je pense que c'est quelque chose qui vient ensemble. De base. Oui. C'est Audre Lorde qui disait « Poetry is not a luxury pour la simple et bonne raison, puis pour la même raison que Audre Lorde le mentionnait à son époque, qu'on n'a toujours pas les mots pour nommer nos propres oppressions comme femmes trans. On a tout un langage à développer. On a un féminisme à faire qu'on n'a toujours pas fait parce que, pour un ensemble de raisons, je ne vais pas entrer dans le détail, mais tout ça pour dire que l'écriture, elle est fondamentale dans le fait de créer une subjectivité, un sujet politique transféministe, tant qu'à moi. L'écriture, ça peut être l'écriture, évidemment, celle des idées, les essais, évidemment, mais aussi celle de la poésie, une écriture qui est sensible, notamment à travers le collectif Baidzine. On a voulu mettre en valeur justement cette écriture sensible-là des femmes trans du Canada, des États-Unis, d'Europe, en français et en anglais en particulier. Fait que c'est vraiment, pour moi, ça va de soi. Naomi, toi, tu travailles avec la Fondation Massimadi, fondation qui met en lumière les artistes LGBTQ+, afro. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir dans cette mission-là? Ben, je pense comme beaucoup de personnes de ma communauté, ça prend un peu de temps avant de sortir du placard. Et des fois, c'est des initiatives comme ça qui nous fait vraiment rencontrer nos communautés que peut-être dans le passé, on n'a pas eu la chance de côtoyer. Moi, je suis une femme bisexuelle, donc c'est sûr que j'ai vécu une bonne partie de ma vie hétéro. Et puis, à un certain âge, justement, j'ai voulu m'affirmer. Ça n'a jamais été comme un gros coming out parce que ça a été quand même dans ma culture aussi familiale et amicale qu'il n'y avait jamais eu de problème. Fait que j'ai jamais eu senti qu'il fallait que je m'expose. Mais aussi, par rapport à mes forces personnelles, où est-ce que ma carrière m'a amenée, je me suis dit, ben c'est le temps aussi là, de reconnecter avec mes communautés, mais de l'aider aussi. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous dire que je suis directrice de la Fondation. Je vais revenir sur ta communauté et la difficulté supplémentaire de faire un coming out ou de vivre aussi sa queerness. Mais j'aimerais ça, je pense, lancer la discussion entre vous deux. La Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, ça veut dire quoi dans nos communautés queer et trans? C'est ça, on se regarde, qui veut commencer? Mais c'est des combats,
Tu sais, si on veut parler du combat trans et combat de la femme cisgenre, ils sont tous le même. Et même moi, en tant que personne racisée, c'est la même chose. La seule chose qu'on veut, c'est le respect et d'être reconnu dans toute notre multitude, notre complexité et d'être traité comme des humains, point final. Fait que c'est là qu'on peut se rejoindre dans tous ces combats-là et que là, je tombe dans un autre sujet, mais que je trouve difficile. Des fois, je trouve que on a tendance à vouloir se diviser dans les combats, de mettre trop de mots, quand à la base, ça devrait être juste l'amour, point final. L'amour, point final, Judith? Le 8 mars, spécifiquement, pour moi... Ça reste un peu un symbole des luttes à faire, je dirais. Tu sais, je le disais d'entrée de jeu, pour nous, le féminisme n'est pas fait. Le féminisme est à faire. Quand je dis le féminisme est à faire, c'est que pour moi, le sujet politique transféminin se constitue toujours à travers la transition. On n'a pas accès au féminisme. On devient sujet du féminisme à travers l'acte de transitionner. Puis ce qui fait en sorte qu'on porte un féminisme qui est vraiment unique, qui est vraiment singulier, puis qui n'est pas réductible à l'histoire du féminisme telle qu'elle est racontée, puis telle qu'elle est faite actuellement. Puis quand on fait le travail réel de documenter nos vies, de documenter nos mouvements, de documenter notre histoire comme femmes trans, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'on a été de tous les combats depuis les années 60. On retrouve des traces de militantes lesbiennes dès les Daughters of Bilitis, dans ce chapitre de San Francisco. Beth Elliott, c'est un très bon exemple. Fait que pour moi, la place des femmes trans dans le combat féministe en général, puis la place du 8 mars en particulier, à mon sens, c'est un espace à revendiquer. C'est pas... parce qu'on a beaucoup mis l'accent dans les dernières années sur l'inclusivité, etc. Puis j'en ai un peu rien à... J'ai un peu dépassé la notion de l'inclusivité. Moi, je veux pas qu'on me donne une place toute faite. Je veux prendre ma place. Je veux que les femmes trans aient une place à elles dans le féminisme, qu'elles se la taillent, puis qu'elles la fassent dans la lutte. Naomi, les femmes queer racisées, est-ce qu'elles ont leur place? Est-ce qu'elles doivent prendre leur place? Est-ce qu'on leur donne leur place? Parce que je trouve que ça se pose à toi aussi, totalement. ça. Ouais. Exactement. J'adore, en fait, ton point de vue ou comment tu amènes, justement, de pas attendre d'être inclus à la conversation. Puis c'est un peu ça que Massimadi sert, c'est de créer des espaces de conversation pour rejoindre ces gens-là, d'avoir les mêmes opinions. Mais malheureusement, je crois qu'il faut aussi rentrer dans les espaces qui sont juste, on va dire, féministes, cisgenres, blancs. Il faut rentrer pour justement aider le changement. C'est pas en restant écarté un peu plus à l'arrière ou dans notre coin qu'on va vraiment changer les choses. Absolument. Pour moi, c'est une question qui se rapporte à ce que j'appelle l'autonomie des luttes, en fait. Là. C'est que ça prend toujours cette espèce d'aller-retour. Tu sais, dans l'organisation, en non-mixité, souvent, il y a une espèce d'emphase qui s'est mise sur les dernières années. On a perdu de vue un peu l'objet politique de la non-mixité, qui est né, d'ailleurs, qui a été importé dans le féminisme par le mouvement des droits civiques dans le sud des États-Unis. Là. C'est fascinant comme histoire, l'histoire de la non-mixité. Là. Puis à la base, c'est simplement des mouvements qui se retrouvent entourés de leurs propres alliés, puis qui décident de faire hey, « Écoutez, pour les orientations politiques de notre mouvement, là, pour nos décisions, pour ce qu'on a besoin, puis ce qu'on veut faire, vous allez prendre le bar pendant 10 minutes, on va discuter entre nous autres, puis on va prendre des décisions de ce qu'on a besoin. » Puis ce que tu dis, je pense que c'est important, parce que ça prend cet aller-retour-là. Moi, je crois fondamentalement à la non-mixité comme moment d'organisation politique, mais pour moi, c'est un moment. Ça prend ce retour-là, après, de retourner dans les espaces, parce que là, on est en force, on est entre nous, on sait ce qu'on veut, on s'est entendu, puis là, on fait front commun, puis on dit « Vous allez nous respecter. Puis vous allez nous faire une place. » Plutôt que d'arriver de façon complètement désarticulée ou de façon complètement atomisée, en token, à être obligé de se battre contre des systèmes. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'on met beaucoup d'accent dans les dernières années sur le polissage, sur comme « telle personne a dit une telle affaire, c'est pas bon. » Puis à un moment donné, c'est comme, il faut comprendre que oui, il y a des gens qui sont cringe, mais ils s'inscrivent dans un système d'oppression, puis à un moment donné, il faut qu'on soit capable d'agir sur les composantes systémiques de ça, puis ça prend ce moment d'organisation en non-mixité, je pense, mais ça prend aussi le moment, pas forcément de confrontation, mais justement de dignité. De juste être comme, OK, bien si vous ne voulez pas, on va s'en aller. Puis ça fait tâche dans ce temps-là.
de se retrouver dans des moments, tu sais, nous, à la Fondation, on a des moments où est-ce qu'on fait des activités juste pour les personnes noires, vraiment pour leur donner cet espace-là, puis de se retrouver. Puis après ça, on a des moments mixtes. Donc, c'est un peu ça, moi, je trouve, dans est-ce qu'on peut dire le néo-féminisme, aller se rendre où est-ce qu'on veut, oui, on reconnaît l'individualité de chaque groupe, mais on se rejoint justement à certains moments pour combattre certains angles du combat en général. Absolument. Ça me fait encore penser à Audre Lorde. En passant, c'est qui Audre Lorde, pour ceux qui ne connaissent pas? Audre Lorde, militante féministe lesbienne noire américaine, qui était une poète, une écrivaine surtout, en fait, mais qui a eu un gros impact a posteriori, en fait, par la diffusion de ses discours en particulier, notamment le plus connu probablement... c'est « Will not destroy the master's house with the master's tools », quelque chose comme ça. On va pas détruire la maison du maître avec les outils du maître, oui. Une phrase qui est d'ailleurs très mal interprétée d'habitude, puis justement qui porte plutôt sur ce que tu viens de dire, tu sais, qu'il y a cette espèce d'idée que comme non, mais attendez, quand on dit les femmes, c'est pas un groupe homogène. Tu sais, quand Audre Lorde, ce qu'elle dit, c'est ça, c'est comme, écoutez, mais moi, je suis une lesbienne noire, est-ce que je fit dans votre histoire, là, dans votre récit, là? Vous êtes là, en femme blanche, en train de faire les femmes, c'est ci, les femmes, c'est ça. Il y a un contexte extrêmement spécifique de comme ça. Ça, c'est une oppression misogyne, ça ne l'est pas. Puis à un moment donné, t'es quand même, moi, je suis une lesbienne noire. T'as toutes sortes de cas de figure. Il n'y a pas juste les questions raciales, les questions de sexualité, mais juste des questions aussi niaiseuses. Il y a des femmes qui vivent des enjeux, par exemple, relatifs à la fertilité. Leur statut social ou leur statut social, l'immigration, ou comme juste des enjeux aussi niaiseux que justement la fertilité, à un moment donné, c'est comme si on fait juste mettre la question de OK, le droit à l'avortement comme seul enjeu reproductif des femmes, on manque tout un paquet. J'arrête pas de m'éloigner du micro. On manque tout un paquet d'autres enjeux qui sont fondamentaux pour la santé, la sécurité. Tu sais, c'est juste faut avoir le cœur de regarder un peu plus granularité, les conditions réelles de vie des femmes. J'aimerais vous orienter dans cette discussion-là sur un autre sujet. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque dans nos communautés de la diversité sexuelle et de genre pour que des femmes comme vous se sentent part entière, incluses, qu'on réponde à vos besoins? Qu'est-ce qui manque? Peux-tu me permettre? Oui, vas-y. OK. Moi, c'est super drôle. Je vais référer à un post Instagram du Conseil québécois LGBT en février de l'année passée. Ils ont fait un post pour dire, parce que, bon, pour les gens qui ne savent pas, le Bureau de lutte contre l'homophobie faisait partie du ministère de la Justice. Il a été déplacé au secrétariat de la condition féminine. Le secrétariat de la condition féminine, depuis plusieurs années, il y a un groupe de femmes qui s'appelle le G13, qui est un ensemble d'organisations féministes qui revendiquent la création d'un ministère à part entière. Parce que le secrétariat, en fait, a juste un pouvoir de recommandation, puis il ne peut pas faire exactement ce que le bureau pouvait faire à travers le ministère de la Justice. Et la réaction du Conseil québécois LGBT, ça a été de dire « Les droits LGBT ne sont pas afférents aux droits des femmes. » Puis il y a un moment donné où c'était comme, OK, mais les lesbiennes sont où? Les femmes trans sont où? Il y a un moment donné où les femmes bisexuelles sont où? Je veux dire, il y a un moment donné où on est comme, non, mais attendez, les enjeux LGBT ne sont pas distincts, ne sont pas à part, ne font pas... Puis je trouve qu'il y a vraiment ça qui, à un moment donné, il va falloir qu'on confronte à l'intérieur des groupes LGBT puis des communautés LGBT, c'est qu'il y a un insularisme de ce secteur-là de la société civile qui dessert vraiment, vraiment beaucoup les gens qui se trouvent à des intersections. Et là, tout le monde parle d'intersectionnalité, et on le voit pas. Moi, j'en vois pas de la recherche sur la situation réelle des femmes trans, sur la violence domestique, sur la question du logement, sur la question de la sécurité alimentaire. Puis je le vois autour de moi à quel point les gens sont misérables, à quel point les gens souffrent. Puis on voit ça nulle part. Ça fait pas partie des revendications d'aucun groupe LGBT, ça. Ça m'étonne qu'il n'y a aucun groupe, justement, qui revendique les droits de le mouvement transféministe qu'on vient de fonder. C'est ça, mais il y en a quand même d'autres, là, mais ça me surprend. Et les enjeux, tu les vois où, Naomi, toi? C'est ça, comment débattre ça en quelques minutes? J'ai confiance en toi. Moi, j'aime bien revenir à la base des choses, sans aller trop complexe, là, genre aller à la base des choses. Tu sais, c'est d'écouter, c'est d'avoir de l'empathie, c'est d'entendre l'autre, que je trouve que souvent, quand on est dans la peine, dans la douleur, dans le trauma,
on devient vraiment autour de soi-même, puis c'est nous qui sommes dans la peine, puis c'est nous qui avons la pire, genre, des vies. Mais non, genre, tout le monde vit des difficultés à des niveaux différents, puis il faut se reconnaître dans cette différence-là qu'on a des... Tu sais, c'est un peu là la conversation d'aujourd'hui. Moi, j'aimerais ça montrer les forces de tous les mouvements ensemble, comment, ensemble, on peut changer les choses face à un système qui est, bon, mon côté féministe patriarcal. Oui. C'est permis. Que c'est ça le problème à la base. Fait qu'il faut arrêter de genre se diviser puis de parler des problèmes de chacun together. C'est quoi qui fait qu'on va changer les choses? Comment on fait pour attaquer, the big problem here? Mais j'ai l'impression que ce à quoi tu réfères, c'est vraiment plus une stratégie politique qu'un angle d'analyse, par exemple. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes angles. Moi, en tant que directrice, c'est sûr que je vois un peu plus côté politique, puis c'est aussi par rapport à mon bagage personnel. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le sens que moi, je pense qu'il faut faire la place à beaucoup de granularité, justement, pour comprendre les situations particulières et singulières. Mais après ça, effectivement, il y a aussi un effort de coalition qui n'est pas fait, qui est au niveau politique. Exactement. Sauf que le point, c'est que si on veut être capable de... Puis encore, j'en reviens à Audre Lorde. Si on veut être capable de faire ce travail de coalition-là, il faut être capable... Il faut que les groupes majoritaires reconnaissent l'autonomie des luttes qui forment cette coalition-là et donnent le pouvoir aussi à ces particularismes-là à l'intérieur de cette coalition-là. Puis il faut que toutes les parties prenantes de la coalition puissent défaire la coalition. Parce que sinon, il n'y a pas d'équilibre. Puis il y a juste toujours cette tendance vers la domination des intérêts de la majorité ou des intérêts des groupes les plus privilégiés. Puis tu parlais, genre, moi je trouve ça fascinant, tu parlais justement de la souffrance, puis à quel point c'est fondamental dans le discours, dans la façon dont les gens articulent l'organisation collective à l'heure actuelle. C'est infernal pour vrai. Ça rend les choses très, très, très difficiles pour l'organisation collective. Il faut à un moment donné qu'on fasse ce travail-là, effectivement, de sortir un peu de l'affect, je pense, pour aller faire un travail plus méta, justement, de créer cette coalition-là. Là. Passer à la transcendance. Il reste quelques minutes, puis je pense que je ne peux pas faire autrement que vous amener sur cette discussion-là. On a vu au sud de la frontière que le patriarcat est retourné au pouvoir, puis en force. Il n'a jamais quitté. Mais disons que c'est un patriarcat décomplexé qui se retrouve... je vais reprendre les mots d'Olivier Niquette à la dystopie américaine. Mais c'est quand même menaçant. Comment nous, comme communauté, et surtout vous, comme communauté de femmes, comment vous devez, ou comment vous réagissez, comment vous devez combattre ça, comment vous pouvez combattre ça? En toute honnêteté, je suis encore en train de faire ma stratégie parce que c'est tellement gros. C'est énorme, hein? C'est énorme, puis c'est ça qui est vraiment foudroyant, c'est on a tellement fait d'avancées, puis là, on est en train de le balancer, on est en train de retourner complètement de l'autre côté, puis il va falloir faire les choses autrement. Genre, fait que moi, je suis encore en train d'analyser le tout, puis voir comment on va attaquer. On est en état de choc, hein? Oui, vraiment. Pas vraiment. Mais dans le sens... vas-y, non, mais j'aime les points de vue divergents. Dans le sens que moi, je veux dire, cette situation-là, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à m'impliquer aussi intensément depuis 3 ans. Je veux dire, moi, quand il y a eu le projet de loi 2 qui a été déposé, j'ai vu la réaction des groupes de la communauté, puis j'ai dit, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Ça fait 30 ans qu'on utilise des millions et des millions de dollars et qu'on investit ça dans nos oppresseurs. On leur demande de changer leur point de vue puis de nous traiter comme du monde. Puis vous voyez, c'est quoi que ça fait? C'est comme, tu parles de tous les progrès qu'on a fait. Moi, je trouve que ça montre à quel point on n'a fait aucun progrès. Ça montre à quel point, à quel point tout ce qu'on a réussi à faire, c'est changer l'opinion de 2-3 personnes qui, du moment que le prix des aliments devient un peu trop cher, se garoche se lance sur nous pour nous humilier, tu sais. Pour moi, c'est clair que ce qu'on a refusé de faire pendant des années, c'est de bâtir une stratégie politique, de bâtir des infrastructures de résilience. Je veux dire, là, en ce moment, c'est ça que j'essaie de faire depuis 3 ans, c'est de bâtir ces infrastructures de résilience-là, justement. Il me reste 1 minute. J'aimerais ça vous donner chacune 30 secondes. Qu'est-ce qu'on se souhaite dans cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes? On l'a soulevé, avancer, coalition, amour, paix, empathie, générosité. Judith? Je vais reprendre le mot coalition en particulier. Je suis là pour la politique. Je veux qu'on fasse la job. On est là pour gagner. On n'est plus là en train de défendre, on part à l'attaque.
Oh my God, quelle belle conversation. Judith Lefebvre, Naomi Caron, merci beaucoup d'avoir participé à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. L'initiative a vu le jour en 2007 dans une école secondaire en Nouvelle-Écosse après qu'un nouvel élève ait été victime d'intimidation parce qu'il portait un T-shirt rose. 2 autres élèves donc ont acheté et distribué 50 chandails roses à leurs amis pour former une mer de roses en soutien. C'est ainsi qu'est né donc le mouvement qui est maintenant célébré partout au Canada. Dernier mercredi du mois de février, donc on appelle ça la journée du chandail rose, pour sensibiliser l'ensemble de la population à l'importance de créer des milieux inclusifs et bienveillants, exempts de toute forme de violence et d'intimidation. L'organisme Interligne, une ligne d'écoute et de référence pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre, chapeau de cette journée au Québec. Et pour en discuter, je reçois Véronique Giroux, qui est directrice des communications chez Interligne. Bienvenue à l'émission. Merci, enchantée. Et on utilise quel pronom et accord? On demande toujours ça aux personnes nouvelles qui arrivent ici. C'est un très bon réflexe. Elle, l'accord féminin. Alors, quel est le portrait de l'intimidation envers les communautés de la diversité sexuelle et de genre? C'est une grosse question, mais on peut-tu dire ça en quelques minutes? Oui, bien, on a déjà vu le portrait du GRI récemment qui est sorti avec son étude. Donc, sans tomber dans les statistiques très pointues, on a vu grossièrement que le niveau de malaise des jeunes par rapport à leurs amis lesbiennes ou homosexuels a approximativement doublé. Une étude léger qui fait exactement le même comparatif chez des 18 ans et plus. Donc, l'étude du GRI, c'est 2017 à aujourd'hui. Léger a fait la même chose chez les 18 ans et plus et on voit une baisse de 7 points au niveau de cette ouverture-là aussi. C'est quand même désolant. Rapidement, qu'est-ce qui cause ça? Comment on peut expliquer ça? Il y a plusieurs facteurs. Je crois que c'est des mécanismes qui sont profondément ancrés chez l'humain. Donc, on a peur de l'inconnu, on veut souvent avoir du pouvoir sur l'autre, on veut être accepté socialement. Donc, c'est et la pandémie peut-être aussi? La pandémie aussi, en fait, l'étude du GRI révèle que l'année où est-ce que le malaise s'est plus exacerbé, c'est en 2021. Alors, quels sont les types d'intimidation auxquels sont assujettis les jeunes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres? Bien, l'intimidation, c'est de la violence. Donc, les jeunes, ça peut passer par des regards, des rires, des blagues, entre guillemets, des questions un peu rhétoriques qui vont soulever l'absurdité de quelque chose que les jeunes hostiles ne comprennent pas. Puis ça a un impact direct. Nous, on est sur le terrain, Interligne, on est une ligne d'écoute 24/7, mais on se déplace aussi dans les écoles, puis on le constate, nos personnes intervenantes qui se déplacent dans les écoles constatent vraiment le malaise des jeunes. Ils veulent pas poser des questions, ils se taquinent entre eux. Il y a moins de réceptivité qu'avant. Bien, moi, je peux te dire, du temps que je faisais du jogging, maintenant, je fais plus de la marche. Et quand je passe à côté d'une certaine cour d'école que je nommerai pas ici à Montréal, j'entends encore, tu sais, hostie de fif, maudite tapette. Mais tu vois, on est en 2025, là, ça peut... Dans mon temps, je pouvais comprendre, mais là, j'ai de la misère à comprendre ça, là. Mm-hmm. Oui, c'est totalement décomplexé. Donc, décomplexé en personne, mais décomplexé dans la sphère numérique. On le voit aussi, la cyber-intimidation, c'est un vrai fléau. Oui, parce que c'est ça, c'est pas juste à l'école. Là, ça traîne jusqu'à la maison le soir. Ça traîne jusqu'à la maison le soir, puis on s'entend que c'est beaucoup plus facile d'insulter quelqu'un derrière un écran. Ah oui. C'est très courageux. C'est très... Effectivement, ça manque de courage, en fait, tout simplement. Mais oui, non, nous, on le voit à notre ligne d'écoute, là, on a environ 25 000 recours par année à nos services. Puis dans la dernière année, on a vu qu'il y avait une augmentation de 68 des violences vécues, 29 au niveau de la transphobie, c'est quand même énorme, puis 8 au niveau de l'homophobie. Donc, si on constate ça à notre ligne d'écoute, nécessairement, ça transparaît dans les écoles puis chez les jeunes. Là, c'est parce que là, on parle de tout ça, mais ça a des conséquences directes là, sur les personnes qui reçoivent cette violence-là. Oui, des conséquences très concrètes, donc qui peuvent aller jusqu'à la mort, on s'entend. Il y a 15 il y a une augmentation de 15 dans nos recours des idées suicidaires. Et il y a une augmentation de 21 de la détresse psychologique. Donc, les conséquences, ça peut aller jusqu'à la mort. Il faut pas banaliser ça. S'informer, ça fait partie de résister. Donc, il faut se questionner aussi sur notre rôle d'allié là-dedans. Si on est témoin d'intimidation, il faut agir parce que ne rien dire, c'est aussi nocif. Mais ne rien faire, c'est de consentir, hein? Mm-hmm. Oui. Donc, c'est important d'informer, sensibiliser, mais aussi de se questionner. Est-ce que c'est un biais que j'ai? Est-ce que c'est un préjugé que j'ai? Si oui, c'est basé sur quoi? Est-ce que c'est fondé sur des faits? Est-ce que c'est fondé sur des éléments que j'ai entendus chez mes amis? C'est important de vraiment retourner aux faits. Est-ce qu'on fait assez pour combattre l'intolérance ou ce genre d'intimidation à l'école? Là, Interligne fait sa part, mais c'est pas Interligne de faire tout ça? Non, en fait,
c'est bon d'avoir des intervenants qui viennent dans les écoles, comme Interligne fait. Donc, c'est important de créer des espaces inclusifs, fait aussi, ouais. sécuritaires. Le GRI le fait aussi, mais c'est important de sensibiliser les profs aussi à ça. Ouais. On voit les enjeux de diversité sexuelle, pluralité des genres ne sont pas toujours abordés dans les cours d'éducation sexuelle. Puis, c'est parmi les nombreux éléments auxquels il faut sensibiliser les écoles, entre autres. Là, c'est la question qui tue, mais on ne peut pas passer à côté du contexte actuel dans lequel on est. Je parlais tout à l'heure, je reprends toujours la blague, mais qui est quand même intéressante d'Olivier Niquette, qui parle de la dystopie quand il parle des États-Unis. Mais c'est quand même, ils envoient un message très clair à tout l'univers d'intolérance. Ça joue, ça? Absolument. On le voit. Nos voisins du Sud ont une influence sur la radicalisation ici, une forte tournure vers la droite. Ça, c'est indéniable. Mais nos politiciens aussi ont un rôle à jouer. Je vous parlais de revenir aux faits. Quand nos politiciens sortent sur la place publique puis démonisent des woke, ou en ne sachant même pas d'où vient le terme puis où prend ses racines, c'est un bon exemple. Ou bien lorsqu'on a des politiciens qui parlent du fait qu'il y a deux genres. Pourtant, c'est une fausseté. L'anthropologie, la sociologie, la psychologie nous disent tout le contraire. Donc, des faussetés dites par des personnes en position de pouvoir comme ça peut vraiment teinter l'hostilité. Alors, Interligne fait quoi? Je sais que vous aviez produit votre chandail rose. Est-ce que ça aide un peu à financer ces activités-là? Je vous dirais que la journée du chandail rose, c'est pas dans un objectif lucratif, loin de là. C'est vraiment... en fait, tout est fait à l'interne, même les envois postaux. Toute l'équipe est mobilisée durant, je vous dirais, un bon mois. C'est vraiment un effort de visibilité puis de sensibilisation. Puis cette année, on est encore en train de faire des envois postaux, là, mais ça a vraiment décuplé. Donc, c'est quand même un beau message pour nous. Et c'est très encourageant parce que autant bien que la haine augmente à chaque année, et ça, c'est un phénomène mondial, aussi bien que notre journée cette année de sensibilisation a vraiment mieux marché, fonctionne de mieux en mieux à chaque année. Donc, c'est bon signe. Bien, Véronique Giroux, directrice des communications chez Interligne, merci beaucoup d'avoir participé à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. Dans la deuxième partie de cette émission, l'heure où l'arc-en-ciel se lève, un théâtre allié, le théâtre Prospero à Montréal. Et on va parler de la résistance queer qui prend de l'ampleur contre Donald Trump à la chronique Make America Queer Always, avec Chantal Nadeau qui va nous parler à partir de Chicago. Écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. Le théâtre Prospero à Montréal est voisin du village, le quartier emblématique des luttes queer de la ville de Montréal et même du Québec. Ce voisinage a-t-il une influence sur la programmation du théâtre ou la programmation du théâtre aurait-il une influence sur tout ça? On ne sait jamais. En tout cas, on peut certainement apprécier le nombre de productions du Prospero qui abordent des thématiques queer, dont cette année, on a surveillé Puni et Sur tes traces. Pour parler de tout ça, on reçoit le directeur artistique et co-directeur général du Prospero, Philippe Cyr. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors, chaque nouvelle personne qui prend le micro ici, même si je sais, je vais quand même te demander quel pronom et quel accord tu utilises. Pronom masculin, il. D'accord. Ouais. Tu es à la direction artistique depuis 2021. Qu'est-ce qui t'a attiré au Prospero? C'était, je pense, une envie en pleine pandémie d'avoir le contrôle puis de la liberté sur les créations, sur ce que j'avais envie de faire, sur ce que je pouvais insuffler à un lieu. Puis le théâtre Prospero, ça a été comme une espèce de canevas tout prêt à prendre, comment je dirais, en charge, puis à développer, puis à imaginer la suite. Il y avait là une conversation qui était possible pour la suite des choses.
Alors, en quoi la programmation du Prospero diffère-t-elle de celle des autres théâtres ici à Montréal et peut-être ailleurs au Québec, là? Bien, je ne sais pas si c'est prétentieux de dire qu'elle diffère, mais en tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une réflexion sur, la limite des choses. Donc, dans la programmation, que ce soit à travers nos créations, dans les spectacles en accueil, on essaie de questionner la limite, d'avoir une espèce d'idée de comment se transpose la transgression, entre autres, dans le choix de nos projets. Donc, on va questionner des sujets qui sont parfois extrêmement compliqués, complexes à aborder. Par exemple, un spectacle qui a joué à deux reprises au Prospero, Homicide. Ah oui, ça allait aux limites. Ça allait aux limites. Ouais. C'est un sujet extrêmement compliqué, très délicat à aborder, puis qui pourtant pose des questions absolument essentielles sur qui nous sommes en tant que société. Ouais. Donc, ben voilà, c'est le genre de projet qu'on aime mettre au devant, puis qu'on aime aborder, puis proposer au public. Cette pièce, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, aborde cette affaire épouvantable de Luca Rocco Magnotta et qui est jouée avec brio par Denis Boudreau, qui a gagné même un prix d'interprète Exactement, masculin. Oui. Plusieurs des pièces, dont celle-ci, abordent des thématiques queer ou trans. Comment ça s'inscrit dans la mission ou dans l'œuvre de Prospero d'aborder ces thèmes-là? Bien, je pense que ça part entre autres d'une sensibilité personnelle. Je suis un homme gay, je suis entouré de personnes de la communauté queer, puis je pense qu'encore, il y a quelque chose de pas réglé dans cette question-là. Encore de moins en moins, je vous entendais avec vos invités précédemment, ça s'en va pas dans la bonne direction. Donc, j'ai l'impression qu'on doit défendre cette parole, qu'on doit défendre nos identités. Elles sont multiples, mais on doit absolument les défendre et on doit proposer des projets qui ont des points de vue particuliers sur la chose. C'est entre autres ce qui m'anime dans ce qui est arrivé avec Safia Nolin à partir de toutes les insultes qu'elle a reçues durant les dernières années. On a voulu imaginer un projet, donc on a imaginé Surveiller et punir dans une forme absolument surprenante où 21 choristes chantent les insultes que Safia a reçues au courant des années. Donc, c'est important pour moi de comprendre, de creuser, d'aller dans des coins, je dirais, inexplorés des questions autour de la communauté queer. Tu vas me permettre, parce que moi, j'ai vu ce spectacle-là qui m'a bouleversé, qui m'a troublé, et de rendre si beau, avec la belle musique puis les beaux chants, des insultes épouvantables. T'as pas honte? Non, j'ai pas honte parce que l'exercice en est un de sublimation. À travers la sublimation, il y a une façon de comprendre plus, je dirais, au cœur de notre sentiment humain, au cœur de notre être. Il y a une façon de comprendre plus largement ce que ça veut dire pouvoir recevoir autant d'insultes. Le spectacle s'adresse pas seulement aux personnes de la communauté queer, mais s'adresse à un large public. Et il y avait dans la salle des gens qui ne mesurent pas l'ampleur de ce que des personnes queer peuvent recevoir comme intimidation. Ouais. Et le spectacle sert à ça. Il sert à ça, entre autres, mais il y a un pouvoir, pour moi, en tout cas, de transformer. Il y a un empouvoirment dans ce spectacle-là. En prenant cette matière-là, on la transforme en autre chose. Alors, on prend un sac de poubelle, on prend des déchets, puis on les transforme en quelque chose de beau. Notre pouvoir, à nous, comme artistes, ben, c'est un peu ça. C'est la transformation, s'approprier la matière, puis la changer. Bon, tu l'as mentionné tout à l'heure, le climat actuel est vraiment pas facile. Est-ce que ça a un impact sur ce que vous faites, ce que vous recevez, je sais pas, des commentaires désobligeants? Est-ce que c'est difficile parce que vous êtes quand même dans la limite, là, des fois, quand on parle de la transgression, là. Je dirais qu'on a une belle communauté autour de nous. Okay. Ça peut arriver qu'on ressent, une forme de résistance, des fois dans le milieu scolaire, des fois de la part de certains abonnés. Il peut avoir une forme de résistance, mais je pense qu'au fil des années, on a réussi à créer une communauté qui était prête à entendre ces choses-là, qui était prête à se questionner aussi avec nous. Je vais t'amener à quelque chose que vous faites au Prospero que j'ai trouvé génial, puis dans mon autre vie, je l'ai même emprunté. La tarification flexible. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui. Alors, on a voulu imaginer quelque chose pour que le prix des billets ne soit pas un frein à l'accessibilité des arts vivants. Souvent, c'est extrêmement cher. Puis, on a voulu décloisonner un peu ce rapport-là à l'achat d'un billet, faciliter la vie des gens. Donc, les gens vont sur le site, puis ils peuvent choisir le prix
qui veulent payer entre 25 et 50 dollars. Ça n'a rien à voir avec l'âge ni leur statut social, peu importe. Faut pas être étudiant, faut pas être aîné, vraiment. C'est accessible pour tout le monde. Nous, on ne demande aucune justification. C'est important pour nous que le rapport aux arts vivants soit d'une certaine manière décomplexé. Puis c'est pour ça qu'on a imaginé cette tarification flexible et accessible. Et les résultats? Sont très bons. Oui? Oui, on est presque à 96 % d'assistance cette année. C'est exceptionnel. Donc, le prix du billet est moins élevé, mais il y a plus de monde, fait que ça compense. Oui, puis je dirais que les gens, en fait, ça convoque une certaine réflexion sur notre responsabilité puis sur la valeur des choses. Alors, les gens qui ont les moyens de payer un tarif plus élevé, ils vont le faire. Alors, ça contrebalance un peu pour ceux qui paient un peu moins cher. Ah, c'est intéressant. Ouais. Cette année, depuis quelques temps, vous proposez des reprises de spectacles, dont, entre autres, Homicide. Oui. Pourquoi vous faites ça? C'est tellement important. On investit tellement de ressources matérielles, oui, mais surtout humaines et créatives. Puis les projets, pour moi, ils doivent être vus par le plus grand nombre de personnes possible. C'est pas juste une question de, comment je dirais, c'est pas une mesure d'austérité, là. On n'est pas en train de faire de la réduflation en faisant ça. Pour moi, quand on réussit à amener le projet devant le plus de monde possible, on se crée une espèce de bagage collectif. C'est comme si on rejoint le plus de spectateurs possible, mais ces gens-là vont avoir une espèce d'expérience spectatorielle plus large, plus développée en voyant des projets comme Homicide, par exemple, qui est un projet absolument remarquable sur le fond et la forme. Bien, il y a une expérience différente qui se développe. Puis ça, bien, c'est important aussi pour la suite des choses. C'est important pour comment on envisage collectivement notre culture, aussi notre bagage culturel. Bon, il nous reste une petite minute, mais comment là, la crise du financement des arts, ça joue là, sur le Prospero? C'est terrible. En fait, on travaille avec sensiblement les mêmes budgets que 2017. On a un potentiel absolument énorme. On demande nos spectacles un peu partout à l'international, ici en région. Les artistes nous demandent de donner davantage d'argent dans les conditions d'accueil. On n'est pas en mesure de répondre à la demande. Il faut qu'il se passe quelque chose là, de manière extrêmement urgente. Ah, Philippe Cyr, directeur artistique et co-directeur général du Théâtre Prospero, merci d'être passé par chez nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Let's make America queer always. Make America Queer Always, des nouvelles des États-Unis. Allô, Chantal Nadeau, qu'on rejoint en Illinois. Salut! Salut, Denis Martin. Alors, je vais te présenter convenablement notre correspondante aux États-Unis qui, dans sa vie de tous les jours, est professeure des études féministes et queer à l'Université de l'Illinois. Chantal, on va commencer par un drame épouvantable qu'on peut peut-être ou pas lier au climat politique toxique envers les communautés queer et trans aux États-Unis. On parle donc de ce climat attribuable à l'administration Trump à Washington. Je parle du meurtre brutal de Sam Nordquist, personne transgenre âgée de 24 ans, tuée dans l'État de New York après avoir été torturée pendant plus d'1 mois. Parle-nous un petit peu de tout ça, là. Bon, écoute, on reçoit plein d'informations contradictoires parfois, mais pour la petite histoire en ce moment, qu'est-ce que les journaux rapportent et aussi la police. Même la police a qualifié le meurtre de dépravé et ça donnait lieu à plein de veillées aux États-Unis et au Canada. Alors que la communauté LGBTQ est en deuil, naturellement. Jusqu'ici, il y a 7 personnes qui ont été inculpées du meurtre au second degré, en vertu de la loi sur l'indifférence dépravée, dont, en fait, l'ex-petite amie de Nordquist, ce qu'on sait de la famille, ce que la famille de Nordquist a dit, c'est qu'ils avaient déjà été ensemble et au mois d'octobre, Sam Nordquist a décidé de prendre un billet aller-retour en autobus pour aller voir son ex-petite amie. Mais ce qui ressort et ce qui devient de plus en plus horrifique, bien sûr, c'est qu'à partir du début décembre, et ce pendant plus d'1 mois, et on spécule aussi peut-être plus que ça, que Sam Nordquist a été soumis à des actes répétés de violence et de torture psychologique et physique qui ont conduit à sa mort.
Et ça a été révélé par Kelly Swift, qui est la capitaine du bureau des enquêtes criminelles de la police de l'État de New York, qui est en charge finalement de l'enquête. Euh, le corps la conférence de presse a eu lieu le 14 février. Le corps a été retrouvé le 13 février. Et en réponse, et ce qui ressort de plus en plus maintenant, qui va être assez contentieux, puis j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est qu'en réponse à l'attention du public, la police de l'État de New York et le bureau du procureur du comté d'Ontario ont publié une déclaration commune le 16 février, déclarant qu'ils n'avaient actuellement aucune indication que le meurtre était un crime de haine. Voilà. Alors, ce qui ressort de ça, c'est que, bon, on ajoute que la police partage le choc de la communauté face à un acte de violence aussi odieux et comprend la peur qui circule parmi les membres de la communauté LGBTQ. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les agresseurs présumés, ceux qui sont inculpés en ce moment, la police les a identifiés comme faisant partie de la communauté LGBTQ. euh, et que finalement, Sam Norquist connaissait ces bourreaux. Ces bourreaux. Euh, Est-ce que tu veux que je continue? Non, ben, je pense que, donc pour le moment, on peut peut-être pas relier ça au climat assez difficile qui souffle à partir de la Maison-Blanche vis-à-vis les communautés trans et queer, mais cela dit, il y a plein d'autres événements qui pourraient l'être, et ça nous amène justement à tous ces décrets que Donald Trump a signés depuis qu'il est entré à la Maison-Blanche. Et là, on va arrêter de parler de choses tristes. Nos communautés se mobilisent. Et ça, c'est important. Oui, mais juste avant, si tu me permets, c'est peut-être pour le meurtre de Sam Norquist, c'est peut-être pas nécessairement direct lié à ce qui se passe dans le climat politique sous Trump, mais ce qu'on sait, ce qu'on ne révèle pas du tout, c'est que 30% des meurtres commis contre les personnes transgenres, l'assaillant était connu, Mm-hmm. la victime, et aussi une chose que on n'a pas le temps d'en parler, mais que je veux vraiment que les gens comprennent, c'est qu'en les accusant de meurtre au second degré, les inculpés vont avoir une peine beaucoup moins sévère qu'un crime de haine qui est jugé comme un crime prémédité. Alors, ça va être à suivre. On pourra en parler peut-être. Ouais. On va en reparler, mais allons-y. 400 procédures qui sont intentées devant les tribunaux contre les nombreux décrets de Donald Trump. Et ça, c'est par l'American Civil Association. Ah, je me trompe. ACLU, American... Civil Liberties Union. Mon oncle, il se trompe un peu aujourd'hui, fait qu'il va laisser ma tante s'en occuper. Ben écoute, ça, c'est les 400 procédures qui sont intentées par American Civil Liberties Union, mais il y en a plus. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'il y a une centaine qui touchent littéralement, ils s'attaquent littéralement, il y a une centaine de lois qui ont passé dans différents États aux États-Unis qui touchent directement les personnes transgenres. Alors là-dessus, ils s'attaquent vraiment à ça. Donc, dans le sens général, ils travaillent vraiment sur les questions de revendication des droits. Et là, la dernière chose qu'ils ont sortie tout récemment, vendredi, c'est qu'ils vont aussi s'attaquer à la loi fédérale sur les passeports. Parce que, comme on sait, le décret présidentiel de Trump, la journée qu'il a été élu, qui a été intronisé, si tu veux, à la Maison-Blanche, le 20 janvier, il a signé un décret pour dire qu'il reconnaissait seulement deux sexes, hein, Mm-hmm. hommes ou femmes. Et qu'est-ce que fait l'association? C'est de dire qu'il conteste ça, que les personnes transgenres peuvent décider que c'est anticonstitutionnel contre les personnes transgenres ou non-binaires ou intersexes de ne pas pouvoir déclarer ça sur leur passeport. Donc, ça va être à suivre. C'est vraiment grave, hein? Ce que j'ai lu, là, c'est qu'une personne transféminine, donc qui est venue au monde avec l'assignation homme, masculin, va maintenant avoir un passeport, même si elle a les caractéristiques d'une femme, puis elle s'identifie femme, ça va être écrit M sur son passeport. Oui. Ça va mettre en danger la vie de cette personne-là qui va voyager, là. Oui, et ça c'est très clair, et c'est pour ça qu'ils veulent le faire, hein. Ça réduit la mobilité, c'est toujours la même chose, hein. Ouais. Alors, ce qui va être intéressant de savoir, c'est que si les personnes n'ont pas de certificat de naissance, s'ils n'ont pas d'acte de naissance, qu'est-ce qu'on fait?
Hein. Ah. Alors, donc, on retourne vraiment à la question à partir de l'acte de naissance, mais ça ne veut pas dire que tout le monde a encore ces actes de naissance-là. Alors, ça va être aussi à suivre. C'est une des raisons que ça attire beaucoup d'attention en ce moment. Pratico-pratique, Chantal. OK, on parle de 400, puis peut-être plus parce qu'il y a d'autres groupes qui intentent des poursuites contre les décrets et contre ces centaines de lois qui ont été passées depuis 2 ans contre les personnes trans et queer. Mais en même temps, il faut savoir que d'abord, Donald Trump a le pouvoir absolu aux États-Unis puisqu'il a la Maison-Blanche, le Sénat, la Chambre des représentants et le nombre faramineux de juges qu'il a nommés dans son premier mandat et toutes les personnes qu'il remplace à la tête de tous les organismes. Bien là, on attend des poursuites, puis surtout qu'on ne sait même pas s'il va suivre les décisions des tribunaux. Ça va pas bien, là. Non, non, mais ça fait partie justement de la difficulté. En ce moment, les cours fédérales sont très actives. On devrait leur donner un trophée. Les juges, ils travaillent vraiment sur le terrain. Ils bloquent finalement les décrets, mais bon, jusqu'à temps qu'il y ait une autre décision, mais ils ralentissent le processus. Alors, ça donne du temps et, euh, et de l'argent pour les diverses organisations de se mobiliser justement, incluant les gouverneurs, incluant le gouverneur des États de l'Illinois, Pritzker aussi. Alors ça va être aussi vraiment... donc, il y a des choses qui bougent. Ça bouge lentement, mais ça bouge. Est-ce que l'idée, c'est pas de retarder l'application de ces décrets et lois-là en attendant l'arrivée des fameux midterms? Parce que dans moins de 2 ans, il y a des élections pour renouveler le tiers du Sénat puis l'ensemble de la Chambre des représentants. Et ça pourrait changer, parce qu'habituellement, le gouvernement au pouvoir, il perd ces élections-là. Exactement. Parce que ce qui m'amène à parler du gouverneur de l'Illinois, J.B. Pritzker. Oui, allons-y. C'était une personne intéressante, oui. Oui, monsieur Pritzker, qui a 5 fois la fortune de Donald Trump. Je pensais que ça allait te faire plaisir. Est-ce qu'il conduit une Tesla? Non. Non, je pense pas. Non. Je pense que son chauffeur, ça va. Ouais. Bon, M. Pritzker, il y a des visites présidentielles en 2028. Hein, ça c'est connu. Et il est très fin dans le sens de sa façon dont il s'organise. Donc, il a mobilisé 22 procureurs fédéraux pour justement intenter des poursuites contre l'administration Trump concernant qui dénoncent les coupures sauvages et illégales des transferts fédéraux. Alors, en éducation, en santé, en transport. Alors, 22, donc c'est énorme, hein, ça vient de se passer, c'est à peu près une semaine qu'ils ont réussi à mobiliser tout ça. Alors, donc, ça veut dire que on va bloquer l'arrêt des transferts. Donc, c'est-à-dire que le fédéral sont comme dans une espèce de situation impossible. Ils sont obligés d'envoyer les fonds, mais en même temps, comme tu disais si bien, Denis Martin, Donald Trump fait ce qu'il veut. Hein. Alors, on ne sait pas trop, mais ça veut dire que c'est quand même, au niveau légal, c'est là que ça se passe en ce moment, si on veut. Et Pritzker, c'est intéressant parce que il tient tête à Trump, alors que bien d'autres personnes qui sont supposément qui ont une liberté académique, entre autres, je vais te faire plaisir, qui devraient être capables de s'y opposer, rampent. Ben, c'est sûr que, bon, écoute, comme notre dissoir le sait, j'enseigne Gender Studies à l'Université d'Illinois. Alors, comme tu peux imaginer, on est vraiment dans une espèce de trous constitutionnels, aussi budgétaires. On ne sait pas trop. Nos universités sont très frileuses, mais ça touche aussi le Canada. C'est ça qui est assez intéressant. Même l'Université York en Ontario a décidé de suspendre les admissions au programme de sexualité et de genre. Donc, il y a vraiment une espèce les gens ont peur. Qu'est-ce que tu veux? Donc, on supprime des départements, on supprime des postes. Alors, c'est Est-ce vraiment... que toi, tu pourrais perdre de ton emploi, tu penses? Si on me donne une bonne pension, je la perdrai gentiment. Non, mais écoute, on ne sait pas. Parce que, tu sais, je me disais, mon département, c'est le département de Gender and Women's Studies. C'est les deux termes qui font partie des mots. Femmes et genre, oui. Donc, c'est les deux termes qui font partie de la série de mots et de termes que l'administration Trump a enlevés avec le diversité, équité, inclusion. Alors, on se fait dire en ce moment de ne pas utiliser ces termes-là quand dans nos correspondances. On doit trouver des équivalents.
Alors voilà. Alors, ça pourrait être étude des personnes qui ne sont pas hommes et qui... Il ne faut pas prendre le mot genre. Ah, moi, c'est vraiment, c'est hallucinant. C'est hallucinant. En passant, là, je fais une parenthèse parce que c'est quand même grave, là. Les compagnies pharmaceutiques qui doivent faire des études sur des patients vont probablement quitter les États-Unis parce qu'on ne peut plus utiliser diversité, on ne peut plus faire des études en incluant des personnes des diversités, et ce qui fait que les résultats ne seront pas concluants si on veut avoir des résultats sur les études. C'est sérieux, là. Il y a beaucoup de choses. Je pense que les gens ne se rendent pas compte là, de ce qui se passe dans ce discours-là. Non, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça va vraiment affecter les gens dans le quotidien, comme tu Mhm. disais, les médicaments, la recherche, même les gens en sciences qui d'habitude se foutent carrément de ce qui se passe du côté des sciences humaines, mais ils sont mobilisés aussi parce que eux aussi, leurs fonds sont gelés. Oui. Pas de transferts qui se font, ils ne peuvent pas faire leurs recherches, comme tu dis. Alors, donc, ça devient très sérieux et c'est ça que la stratégie du gouvernement de l'administration Trump, c'est de vraiment créer un climat de peur. Oui. Donc, et je te dirais que ça marche au niveau, dépendamment où on est ou pour qui on travaille, mais dans les milieux universitaires, ça marche. Je te Donc, dirais. heureusement, il y a J. Robert Pritzker qui est votre gouverneur, puis lui, il n'a pas la langue dans sa poche, puis il va combattre ça. Mais il n'est pas tout seul. Moi, Non, j'ai été vraiment surpris de voir cette personne qui s'appelle Janet Mills, qui est la gouverneure démocrate du Maine, madame de 77 ans, puis, oh mon Dieu, elle n'est pas barrée à 40 ans. non. Puis, c'est quelqu'un qui a déjà, de façon très claire, qui a déclaré qu'elle ne se représenterait pas dans 2 ans. Hmm. Au midterm. Donc, mais c'est pas. Donc, elle dit ce qu'elle a envie de dire. Alors, ils se sont accrochés finalement euh, parce que Mme Mills, ce qu'elle veut faire, c'est de permettre finalement aux athlètes transgenres féminines de pouvoir compétitionner dans certains sports. Oui. Et naturellement, Trump s'est énervé et puis ils se sont accrochés. À la télé, on a vu ça. Elle lui a dit carrément, on se verra en cours. Alors, lui, il l'a pas pris, hein. Alors, donc, mais comme je te disais, c'est pas la première fois qu'il s'accroche. En 2020, quand on était en pleine pandémie, monsieur Trump avait décidé d'aller visiter le Maine, une usine qui faisait des trucs, là. Et puis, elle lui a dit de rester chez lui. Ah Parce oui, que, je me rappelle de ça, oui, oui, oui. elle lui avait dit de rester chez lui parce qu'en plus, pour ceux qui s'en souviennent, on était en pleine crise avec Black Lives Matter. Oui. Alors, elle lui avait dit, écoute, il va y avoir des protestations, tout le système de sécurité pour un président. Elle lui a dit, non, tu viens pas là, reste chez toi. Il l'a pas pris. Hmm. Alors, c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent les deux. Alors, voilà. Alors, quelles sont les probabilités que d'autres politiciens et politiciennes, haut placés comme ces deux-là, décident d'en faire autant? Ben Est-ce là, qu'il y en a d'autres qui pourraient s'en venir, là? oui, ben là, il y a, le gouverneur de la Californie, Ah oui, c'est euh, vrai, Gavin Newsom, oui. Gavin Newsom, Shapiro de la Pennsylvanie. Donc, jusqu'ici, il y a 8 poids lourds démocrates qui ont une espèce de groupe qui s'organise. Donc, j'ai l'impression qu'on va assister en série. Ça ne sera pas tout en même temps. On va avoir. Leur stratégie, c'est vraiment d'occuper l'espace médiatique. Alors, si on fait seulement une déclaration, on disparaît. Si on en fait plusieurs. Alors, mais là, on s'attend à ce que Shapiro fasse une déclaration très, très rapidement. Donc, c'est lent. Parce ici, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est l'argent qui mène les élections. Alors, l'avantage de quelqu'un comme Pritzker, c'est celui qui est le plus fortuné dans tous les politiciens américains en ce moment. Bon, puis je vais te lancer un autre fait. On sait que la popularité de Donald Trump est en baisse, déjà. Est-ce que ça va peut-être encourager d'autres qui avaient peur de lui de peut-être commencer à parler? Écoute, j'imagine que oui, mais c'est très risqué pour la vie de ces gens-là qui parlent, hein. Il y a eu ça s'est passé dans les journaux, le nom m'échappe, mais il y a des juges qui sont obligés de s'engager des firmes de sécurité parce qu'ils se font intimider, hein, et leurs familles se font intimider par des supporters de Trump. Alors, ça reste ça. Il faut avoir quand même. Mais je trouve qu'il y a des gens qui ont quand même qui sont très braves
Et puis, c'est sûr que si si une des chambres peut basculer, Ouais. ça va aider. Au midterms, qu'ils appellent. Au midterms, oui, c'est ça. Fait que, il me reste 45 secondes, puis je sais que je t'ai envoyé ça. J'ai vu passer, puis c'est assez hallucinant. Il y a 9 États américains qui pourraient carrément annuler les lois sur le mariage de même sexe. Mais ça c'était annoncé. Hein. C'est une catastrophe. Tu sais, tu te souviens avec Roe v. Wade, quand Clarence Thomas avait déclaré ce n'est que le début, il va falloir qu'on commence à regarder same-sex marriage et tout ça. En fait, mon Dieu. Bon, écoute, on s'était dit qu'on n'était pas pour toujours aller dans la grande misère puis la noirceur. Bon, on termine avec ça, mais c'est pas grave, on va se reprendre le mois prochain. Chantal Nadeau, notre correspondante aux États-Unis, merci d'avoir été avec nous. Merci, Denis Martin. Bonne fin de journée. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis-Martin-Chabot. Alors, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 106, en ce 3 mars 2025. J'aimerais remercier notre équipe, Godéric Trobe et Marie Massé à la recherche. Merci à l'équipe de Canal M, Maurice Bolduc à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion, et Philippe Lapointe, chef directeur d'antenne. Merci à Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vues et Voix et de Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci d'être là. À la semaine prochaine.